Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, Pascal Affi-N'Guessan favorable à une alliance FPI-PDCI en vue des prochaines élections en Côte d'Ivoire. Le leader de la branche modérée du Front populaire ivoirien y voit au-delà des enjeux politiques une opportunité pour la réconciliation nationale. L'Afrique du Sud célèbre toujours Winnie Mandela, décédé le 2 avril à l'âge de 81 ans. Un hommage populaire lui a été rendu dans un stade du township de Soweto ce mercredi. Et puis à l'approche de la saison des pluies, les communes tchadiennes s'activent pour rendre vivables les quartiers périphériques. Objectif, éviter d'éventuelles catastrophes. Mais avant de développer ces titres, le drame s'est produit aux alentours de 10 h heure locale. Ce mercredi, un avion militaire algérien de transport s'est écrasé peu après son décollage près de la base aérienne de Boufarik, à une trentaine de kilomètres au sud d'Alger. Le bilan est lourd, 257 morts et pour l'heure aucun survivant. Le vice-ministre algérien de la Défense, également chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est rendu sur les lieux de l'accident et a ordonné la mise en place immédiate d'une commission d'enquête afin de déterminer les circonstances du drame. En Côte d'Ivoire, l'alliance FPI-PDCI semble de moins en moins hypothétique. Pascal Affi-N'Guessan, le leader de la branche modérée du FPI, se dit favorable à un rapprochement entre les deux partis pour les élections locales, puis pour la présidentielle de 2020. Une opportunité pour parvenir à une véritable réconciliation nationale, selon ce dernier. On fait le point tout de suite avec Corinne Kamdem. En Côte d'Ivoire, les prochaines élections municipales et régionales sont prévues cette année. Une campagne intense des divers partis politiques que compte le pays a d'ores et déjà débuté, même si les Ivoiriens ne savent toujours pas à quelle date exacte ces élections couplées se tiendront. C'est le cas notamment pour la branche modérée du FPI, le Front populaire ivoirien mené par Pascal Affi-N'Guessan, qui en ce moment fait des appels du pied au parti de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié, le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Compte tenu de la géopolitique en Côte d'Ivoire, aucun parti ne peut gagner seul une élection. La victoire s'inscrit toujours et jusqu'à preuve de contraire dans une stratégie d'alliance. Il faut que nous constituions cette alliance parce que c'est quand le PDCI et le RDS se sont mis ensemble qu'ils ont réussi à nous renverser. Et donc demain, ceux qui vont gagner sont ceux qui auront pu se mettre ensemble. Le 24 janvier 2018, Pascal Affi-N'Guessan a rencontré l'ancien président Henri Konan Bédié, alors que les deux partis sont historiquement connus pour être opposés. Cette démarche, le leader de la branche modérée du parti de l'ancien président Laurent Gbagbo l'a justifiée par la nécessité de créer un véritable dialogue pour amener un véritable équilibre en Côte d'Ivoire. La réalité politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui appelle à ce que nous nous rassemblions sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la réconciliation nationale, c'est la bonne gouvernance, c'est l'unité nationale, c'est la libération des prisonniers politiques, c'est l'assainissement de l'environnement politique national, la restauration des principes démocratiques. Sur toutes ces questions, nous avons besoin d'un rassemblement national, d'une grande ouverture. On ne peut pas faire la réconciliation en excluant une partie de la classe politique. Il va sans dire qu'une alliance entre le FPI et le PDCI de Pascal Affi-N'Guessan serait préjudiciable au RDR, le rassemblement des républicains du président Alassane Ouattara. Une possibilité que le chef de l'État Alassane Ouattara prend au sérieux car il a reçu le président du PDCI, Henri Konan Bédié, ce mardi 10 avril au palais présidentiel d'Abidjan. Une rencontre qui visait à apaiser les tensions entre les deux leaders et qui pourra aboutir à la création d'un parti unifié dénommé le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Elle était aussi engagée que controversée notamment à cause de ses méthodes sans compromis dans la lutte contre la domination blanche. Winnie Mandela reste cependant pour beaucoup d'Africains une source d'inspiration dans la poursuite de la lutte pour la justice. Solange Dubois. Héroïne de la libération pour certains, femme engagée avec une idéologie féroce pour d'autres, Winnie Madikizela Mandela était avant tout un symbole, celui de la lutte contre la ségrégation en Afrique du Sud, devenue grâce à sa révolution une source d'inspiration dans la poursuite de la lutte pour la justice. Nombreux, à travers tout le continent, souhaitent aujourd'hui poursuivre ces combats. She refused
Winnie Mandela a refusé de renoncer, de se battre pour sa liberté. Nous devons prendre exemple. Nous, notre génération, nous devons être présents sur le champ de bataille. Nous devons être présents à la table des négociations. Considérée comme la mère de la nouvelle nation, Winnie Madikizela Mandela a mené une campagne inlassable pour la libération de Nelson Mandela et pour les droits des Sud-Africains noirs. Mais ses méthodes sans compromis contrastaient fortement avec le modèle de réconciliation de son ex-mari qui travaillait pour construire une démocratie plurielle. Winnie Mandela, c'est une espèce d'icône pour nous les Congolais. Icône parce que le combat de Mandela à Madiba ne peut pas être dissocié à la présence de Winnie Mandela. Elle a apporté son soutien à ce combat contre l'apartheid. Nous ne pouvons pas parler de combat de Mandela et soustraire l'apport de cette femme. De mon point de vue, elle reste une espèce d'icône pour nous les Congolais et pour les Congolaises. Décédée ce 2 avril, à l'âge de 81 ans, Winnie Madikizela Mandela est restée jusqu'au bout une internelle insoumise. Ses funérailles auront lieu à Johannesburg ce 14 avril 2018. Selon un communiqué du gouvernement, un hommage national lui sera également rendu. Adapter la ville à son contexte. La formule est simple, mais bien difficile à appliquer à l'approche de la saison des pluies. Le manque de canalisation provoque parfois des inondations et des glissements de terrain plus ou moins graves au Tchad. L'urbanisation est donc un des grands défis de l'heure. Voyez ce reportage de notre correspondant Mahama Ramadan, commenté par Nathalie Mo. Au Tchad, à l'approche de la saison des pluies, les communes s'activent pour rendre vivables les quartiers périphériques, créés parfois sans aucun plan d'urbanisation. C'est le cas de la commune du 1er arrondissement de la capitale. En dépit des maigres ressources de la circonscription, les élus locaux essayent de faire face à l'aménagement des nouveaux quartiers pour éviter d'éventuelles catastrophes en cette période de pluie. En dehors des 4 quartiers que je vous ai dit, là, les autres quartiers sont nouveaux parce qu'en 2008 et en 2011 seulement sont été restructurés. D'autres quartiers qui n'ont même pas été viabilisés. Donc, chaque année, on essaye de faire des caniveaux en terre parce que ce n'est pas maçonné, ce n'est pas construit. Donc, à chaque fois, sur la pluie tombe là, c'est enterré. Et nous, on est en train de bâquer ça. On aménage aussi les rues à peu près 2 fois par an et on crée aussi les caniveaux. Les drainages des eaux usées, la gestion des déchets ménagers et l'assainissement des marchés deviennent de véritables casse-têtes pour les élus locaux. Par manque des engins de nettoyage, la commune du 1er arrondissement de N'Djamena peut parfois compter sur le volontariat des organisations des jeunes pour assainir les quartiers. Après les élections, la commune de la ville de N'Djamena a mis à la disposition de chaque commune 2 ou 3 bentasses. Donc c'est très insuffisant. Ça ne suffisait pas pour vraiment faire le nettoyage de nos arrondissements. C'est pourquoi la commune du 1er arrondissement créée ou bien pris contact avec beaucoup de jeunes, des associations qui font la même chose. Parfois on organise des journées de salubrité et parfois les jeunes eux-mêmes là, et des quartiers là, ils se regroupent pour semestriellement ou trimestriellement faire des ramassages des ordures et nous on les appuie. Chaque année, pendant les saisons de pluie, la plupart des quartiers périphériques de N'Djamena fait face à l'inondation par manque des infrastructures de canalisation d'eau. Les rues non bitumées deviennent impraticables et certaines localités sont coupées de la ville. Au Kenya, un forum dédié à la promotion de l'industrie cinématographique au niveau local et international a récemment été organisé à travers des expositions, des ateliers et des sessions d'entreprise. La plateforme a rassemblé des professionnels du secteur dans le but d'échanger, de partager des idées, mais surtout du contenu. Solène Duplessis. L'industrie cinématographique, un secteur en pleine croissance au Kenya. En témoigne la 2e édition de l'événement Kalasha International dédié à l'industrie de la télévision et du cinéma kényan.
Un salon professionnel qui a pour objectif de créer un espace permettant aux acteurs de cinéma, producteurs, écrivains ou encore distributeurs d'échanger et de mettre en place des partenariats. Nous avons créé cet événement parce qu'à l'origine, que vous produisiez des films, que vous soyez une maison de production ou à la recherche de contenu, vous deviez aller en Afrique du Sud ou en Afrique de l'Ouest. Il y a quelques années, nous avons convenu avec l'ambassade de France de créer un projet régional plutôt que d'acheter et vendre des contenus en Afrique du Sud pour ensuite le partager au Kenya. Lauréate dans la catégorie film, animation et production télévisuelle, Sabrina Stadler, productrice de films au Kenya, remporte un prix de $50 000, soit l'équivalent de 500 000 shillings kenyans, pour la meilleure série télévisée, une somme qui lui permettra de développer sa production. L'argent que j'ai gagné grâce à Kalasha va permettre à notre production de fonctionner toute l'année en temps normal. Même si vous obtenez un contrat avec une chaîne, ils ne vous donneront pas d'acompte et vous serez obligé d'aller chercher de l'argent ailleurs, sauf si c'est commissionné. Alors avec cet argent, nous pouvons commencer à tourner une fois que la chaîne nous aura payé. Ce sera de l'argent en plus que nous pouvons injecter dans la production pour mettre en place d'autres émissions fantastiques. L'industrie cinématographique et télévisuelle devrait contribuer à hauteur d'environ $70 millions au PIB du Kenya, selon le sommet Africa Film Finance, un secteur qui attire de plus en plus la jeune génération. Ils étaient nombreux à avoir assisté à l'événement qui s'est tenu du 26 au 29 mars 2018 à Nairobi, au Kenya. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.